Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue en direct pour un nouvel avant-match. On est en direct sur YouTube, on est également en direct sur Twitch. N'hésitez pas bien évidemment à vous manifester dans le chat, n'hésitez pas évidemment à partager ces deux lives et évidemment je ne suis pas tout seul pour cet avant-match. Alors on est trois, il y a bien évidemment moi, votre fidèle serviteur Melsen avec moi. Il y a aussi Ferrandino qui arrive juste après, mais avec moi il y a également Christophe de CM Football. Bonsoir Christophe, comment ça va? Eh ben, ça va bien, merci. Bonsoir à tous et merci pour l'invitation. Merci à toi de l'avoir accepté. Ferran est avec nous, bonsoir Ferran. Salut, salut, bonsoir. Bienvenue Salut, Christophe Ferran. pour parler Merci. de cet Olympico, hein, une semaine à thème olympique pour la reprise après la trêve. Ça va être sympathique. Ça va être très très Ouais. sympathique. On va donc du coup te présenter rapidement. Christophe, tu es le propriétaire d'une chaîne CM Football, une chaîne qui a bientôt un an, quasiment les 15 000 abonnés, quasiment, hein, parce que t'es à rien d'avoir les 15 000. Voilà, Encore un million près, ouais. présente-nous rapidement ta chaîne. Eh ben, c'est une chaîne qui parle de l'actualité du football qui a été créée il y a tout juste un an. Voilà, c'était le 9 novembre l'année dernière. Euh, J'essaye de parler de l'actualité 3, 4 fois par semaine, même si sur le dernier mois, ça a été un peu moins rythmé. De parler de tous les sujets qui me parlent ou qui ne me parlent pas, parce que l'objectif, en fait, c'est d'aller, vraiment, avec curiosité sur le football. Donc, dès lors que je maîtrise pas un sujet, bah, je vais me renseigner et surtout, j'aime, faire intervenir, de nombreux supporters, de nombreux consultants ou journalistes en l'espace d'un an, j'ai réalisé à peu près 175 vidéos et il y a eu 104 intervenants, sur ces vidéos. Donc c'est peut-être qu'on peut dire, ma marque de fabrique aujourd'hui et je prends énormément de plaisir à traiter de l'actualité du football. On verra comment les choses vont évoluer dans les prochaines semaines, prochains mois. Tu parles de tout sujet concernant le football, mais t'es quand même, on va le dire, supporter suiveur de l'Olympique de Marseille. Alors oui, ça c'est mon cœur à la base, c'est-à-dire que je suis supporter de l'Olympique de Marseille. J'ai mis du temps à l'exprimer sur les vidéos parce que c'est jamais évident, de trouver une audience quelle qu'elle soit et ensuite, d'expliquer que tu es, partisan, d'un club et supporter d'un club, tout en gardant une certaine objectivité. Mais j'ai fait mon coming out et j'assume l'avoir dit et maintenant c'est clair que, sur la chaîne, bah, j'assume davantage mes positions, même s'il faut être critique avec l'OM, je le serai et je le resterai et j'essaie de parler vraiment avec objectivité, du football, c'est-à-dire que, bah, quand l'Olympique Lyonnais, est le seul club, à se qualifier en Europa League pour les huitièmes de finale directement, enfin le premier club à se qualifier en Europa League, bah, bravo l'OL, bravo pour le football français et voilà, ça fait partie des belles choses donc supporter du foot d'abord sur ma chaîne et à titre personnel, supporter de l'Olympique de Marseille. Très très bien. Et bon, on va parler de l'Olympique de Marseille parce que c'est évidemment l'avant-match de cet Olympico. Ça va être le sujet principal de cette soirée. L'Olympique de Marseille présenter ce club, la forme actuelle, on va en parler. Le dernier match de l'Olympique de Marseille, c'était avant la trêve, comme tous les autres clubs, bien évidemment, de Ligue 1. L'Olympique de Marseille qui recevait le FC Metz, un FC Metz qui certes réduit à 10, mais malgré cette réduction à 10, a réussi, a parvenu à aller arracher le match nul. Ça a été une petite déception du côté marseillais de ne pas être capable de l'emporter, mais quand on revoit le match, tu me donneras ton avis, on peut aussi avoir des regrets côté messin qui ont eu énormément d'occasions. Ah bah, Hmm. ouais, en fait, il y a la première clé d'entrée, c'est quand tu regardes le match, à la mi-temps, Marseille n'est pas mené, bon, bah, c'est bien. Tu arrives à 0-0, c'est bien. Quand tu regardes la physionomie en deuxième mi-temps, il y a de quoi être déçu par rapport à ce moment où l'arbitre, siffle un peu trop tôt, une faute qui est inexistante sur le gardien, du FC Okidja, Metz ouais. et Gerson, voilà, ouais, Okidja et Gerson qui avait marqué. Partie des aléas du football et après dans cette fin de match, bah, là, c'est injouable. D'un côté, Marseille aurait pu peut-être avoir une occasion ou 2 pour marquer, mais
tout est fait pour que Metz l'emporte avec ses contre-attaques. Et tu regardes les 2-3 occasions que Metz a, c'est inexplicable comment Metz ne marque pas. Si Donc, Opengate se branche un cerveau ce soir-là, ça peut même être une victoire messine, hein, très franchement, parce que ça doit Opa, être une victoire, ça oh, doit être une victoire Messine. Ça doit qu'est-ce être une qu'il a victoire. raté! Oh là là Bah, là là. 2 C'est occasions, c'est une vraie c'est c'est une vraie marque de fabrique de Metz de rater autant d'occasions. Metz sont dernier de Ligue 1 avec une victoire et 5 nuls et des scénarios comme face à Marseille. Pour regarder un peu la Ligue 1, il y en a beaucoup comme ça. Et bon, on va pas trop parler de Metz non plus parce que c'est pas du tout le sujet de la soirée. Mais c'est vrai que encore une fois, l'OM, on peut dire, je vais pas dire sentir bien, même si dans tout le match il y a eu des faits également à la défaveur de Marseille. Mais au final, c'est vrai que l'Olympique de Marseille avait conclu cette phase pré-trêve internationale avec ce match nul et avec ce 0-0 qui avait été assez triste. Très rapidement, on va passer sur un autre sujet pour commencer à aborder le match, parler des possibles absents côté marseillais. Alors les possibles absents, j'en ai mis qu'un seul à l'image, et encore, il y a possibilité qu'il soit là. Cengiz Ünder qui s'était blessé avec la sélection turque. Est-ce qu'on a une information concernant, on est malheureusement le jeudi soir, donc c'est dur de parler pour le match du dimanche soir, mais est-ce qu'on sait un peu quels seront les indisponibles et les disponibles côté marseillais? non, il y a Under qui lui est incertain, mais vraisemblablement il devrait être présent. Après, il y a Rongier qui était blessé au pied avant la trêve, reste incertain, mais qui aussi devrait être présent. Il y a Balerdi qui ne jouera pas, c'est certain, puisqu'il est suspendu. Mais mis à part ces trois joueurs-là, ça devrait être une équipe qui est proche. Proche C'est du l'équipe complet. type qui a disputé les rencontres phares de cette entre-deux trêves, entre octobre et novembre, notamment les matchs face au Paris Saint-Germain et la double confrontation face à la Lazio. On va en parler bien évidemment de la forme de l'OM, de ces matchs-là, de ces dernières rencontres et également du parcours de l'OM en Coupe d'Europe. On fera ça en dernière partie. On va juste passer, avant d'entamer toute la partie historique et de parler un peu de l'Olympique Lyonnais juste avant, histoire de rappeler que c'est bien évidemment un stream lyonnais avant tout, parler de la forme d'un homme. Actuellement, moi j'ai envie qu'on en discute 30 secondes, de Dimitri Payet, qui, pour parler un peu des joueurs en forme, qui en ce début de saison retrouve l'un de ses meilleurs niveaux, si c'est pas son meilleur niveau depuis qu'il commence le football. Oui, 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 c'est clairement son meilleur départ en championnat, en tout cas dans la forme. Dans les stats, je crois qu'il y a une saison avec Saint-Etienne où il a mieux performé que ce début de saison cette année avec l'OM. Mais c'est dans l'attitude surtout qu'il est redevenu un vrai leader, en tout cas celui que Marseille attendait depuis son retour en 2017. Il prend le jeu à son compte, on le sent épanoui avec son entraîneur. Il a paradoxalement même été meilleur quand il était faux numéro 9 que numéro 10, quand Milik était absent. Il est buteur, il est passeur, il prend ses responsabilités. Et, après, voilà, il a 34 ans aujourd'hui, il arrive à gérer ses temps forts et ses temps faibles. Il a loupé quasiment la moitié des matchs. Enfin, il a dû disputer 60% des matchs depuis le début de la saison. Il a loupé pas mal de matchs à l'extérieur, notamment après la rencontre face à Nice, où il avait été la cible de différents jets ouais, de De supporters, projectile, ouais. ouais, de projectiles. Ouais. Enfin, il est dans une forme, voilà, où on a envie de le voir à Marseille sur cette lignée-là toute la saison. La question qui va se poser, c'est est-ce qu'il va durer toute la saison sur ce niveau de performance? On a envie de l'espérer, mais clairement, c'est un atout et il est présent dans les grands matchs. Et Lyon est un grand match, évidemment, dans la saison, et on espère qu'il sera là pendant 90 minutes, parce que l'année dernière, il a joué que 15 petites minutes, mais dans ces 15 minutes, il avait quand même marqué un but. Et voilà, ça peut être l'élément clé, l'homme clé de l'OM sur ce match. En tout cas, on l'espère. Côté marseillais. Bonsoir à Arnaud qui est dans le chat avec nous, qui nous parle de Depréville, la Metz, qui apparemment aurait pu signer à l'OL cet été.
En tout cas, on va revenir et reparler de cet Olympique lyonnais un tout petit peu. Ferran, je vais te laisser un peu la main pour parler des absents côté lyonnais. On va pas venir sur les joueurs en forme. Les supporters lyonnais, ceux qui suivent notre chaîne, les connaissent un peu. Par contre, les absents, c'est vrai qu'on en a pas mal. 5 joueurs out. Et je te Et laisse certains les... joueurs importants surtout. Oui, surtout 13 joueurs très importants et je vais te laisser en parler. Certains joueurs importants avec, enfin, importants en termes de statut, moins peut-être en termes de niveau de jeu. On peut parler de Léo Dubois, qui est probablement out jusqu'à la trêve, de mi-saison, hein, donc on Ouais. le reverra potentiellement qu'en 2022. La durée n'a pas encore été annoncée, officialisée, mais vu, sa blessure, c'est sûrement le tarif, pour Léo Dubois. Donc qui sera pas là, ce week-end. On va sûrement, retrouver Malo Gusto. On verra tout à l'heure nos compos probables Oui. plus en détail. Avec lui à l'infirmerie, il y a aussi Denayer. Et Denayer, c'est bizarre, mais à chaque fois qu'on l'envoie jouer des matchs avec la Belgique, il revient blessé, hein. On a eu de la chance de pas avoir ça avec Slimani et l'Algérie, parce que c'est souvent ça aussi, hein. C'est ouais, c'est vrai que c'est un petit peu comme Messi au PSG. On a l'impression qu'ils jouent plus avec leur nation qu'avec leur club parfois. C'est Slimani par exemple, c'est vraiment je l'ai plus vu avec l'Algérie qu'avec l'OL cette saison, je pense. Donc voilà, c'est déjà 2 absents importants sur notre ligne défensive, même si moi j'ai grande confiance en les personnes qui vont pouvoir les remplacer. Ensuite, Jeffrey Adelaide, évidemment, on revient pas dessus, il fera son retour probablement dans le groupe, peut-être juste avant la trêve de mi-saison, peut-être en janvier, on ne sait pas exactement parce qu'il y a eu un retard de cicatrisation. Et par contre, la petite bonne nouvelle, c'est le retour de Moussa Dembélé à l'entraînement collectif, qui a repris, cette semaine, il me semble, il y a 2 ou 3 jours. L'entraînement avec ses coéquipiers. Donc par contre, est-ce qu'il sera, déjà titulaire pour l'Olympico, sachant qu'il n'a pas joué depuis, quelques semaines? Rien n'est moins sûr et on devrait potentiellement retrouver plutôt Slimani, mais Dembélé est de retour à l'entraînement en tout cas. Oui, c'est vrai que même s'il risque d'être un petit peu juste, Moussa Dembélé risque d'être pas disponible. Et c'est vrai que tu l'as dit, ces deux absents au lourd poids, puisqu'on parle quand même du capitaine et du vice-capitaine, Léo Dubois et Moussa Dembélé. On l'oublie souvent, mais c'est Dembélé qui est bien le numéro 2 dans le capitanat. Donc qui est absent, tout comme on l'a dit Jeffrey Ndedaïd, tout comme Jason Denayer et comme toujours Tino Kadewere. C'est son dernier match de suspension et après il sera de nouveau disponible. Il avait pris 2 ou 3 matchs après son tacle sur Melvin Barr 3 face à Nice. matchs, 3 matchs. il me semble 3 matchs, ouais. C'était pas volé quand on voit quand on voit le tacle. Mais bon. Soit, on va repartir tout doucement, parler de l'Olympique de Marseille, qui est notre adversaire. Dimanche soir, ce sera à 20h45, à suivre en direct sur Prime Video. Cet Olympique de Marseille, on va le présenter, parler évidemment de tout le pan historique de ce club, un club, j'ai failli dire monumental, mais c'est véritable, hein, fondé en 1899, un 26 mai, par un certain René Dufort de Montmirail, cet Olympique de Marseille qui va petit à petit se faire un nom au sein tout d'abord du sud de la France, à des niveaux régionaux, avant de vraiment exploser au niveau national vers les années 20 par là. C'est également dans ces moments-là que le football local devient un football plutôt national, que le football national pardon, se structure. Il y aura en 1924, 1926 et en 1927 3 victoires en Coupe de France. C'était une Coupe de France voilà, qui datait des années 20, mais l'Olympique de Marseille a quand même le crédit d'avoir remporté ces 3 grands titres, ces 3 pardon, titres majeurs, hein, on peut le dire. Et c'est vrai que l'Olympique de Marseille, c'est un palmarès énorme, puisque à ces 3 Coupes de France s'en rajouteront 7 autres. Marseille est le seul club de Ligue 1 à avoir 10 Coupes de France, si je dis pas de bêtises. En tout cas, 10 Coupes de France reste... C'est le record. Oui, c'est le record, hein. Je n'étais pas certain, je voulais pas le dire, mais oui, c'est le record. Bien évidemment, l'Olympique de Marseille, ensuite, a réussi à pérenniser, si je puis dire, ces bons travaux-là. Il y a eu une période un peu plus compliquée dans les années 50, avec 2 relégations, un club qui a fait un peu l'ascenseur en 5-10 ans. Il y a eu ensuite, dans les années 60, l'arrivée d'un certain Charles Leclerc, je ne veux pas dire de bêtises, son prénom m'échappe.
Charles Euh, Leclerc. non, c'est pas Charles Non, c'est Leclerc. pas Charles Leclerc, c'est Marcel Leclerc. Ah, C'est Marcel Leclerc qui avait repris le club en 1965 et qui en avait fait un club là aussi qui avait commencé tout juste à être pérennisé en tête de la Ligue 1, en haut du classement de la Ligue 1. Et c'est vrai que cet Olympique de Marseille-là a commencé à performer également au niveau européen, puisque dans les années 70, c'est la première année en 72 que l'Olympique de Marseille participe à ce qu'on appelait encore la Coupe d'Europe des clubs champions, bien évidemment la Ligue des Champions, qui est la seule compétition européenne à avoir été remportée jusqu'alors, on espère peut-être cette année, par un club français. On va passer au reste, on va faire un large bond dans le temps, puisqu'on va passer à une autre ère de l'Olympique de Marseille, passer des années 80 un peu plus difficiles. Il y a un retour de l'Olympique de Marseille au sommet avec Bernard Tapie, bien évidemment, qui nous a quittés très récemment. Courant 86, sous l'initiative du maire de l'époque, Gaston Deffer, Bernard Tapie devient le président de l'Olympique de Marseille. Ça a été une présidence qui a duré en tout 7 ans seulement, puisqu'il quittera le club en 93 avec des événements dont on parlera juste après. Mais c'est vrai qu'avec Michel Hidalgo en tant que directeur sportif de l'OM, il y a eu la naissance d'une véritable équipe de cyborgs, hein, avec des noms énormes qui ont permis au club de rayonner jusqu'à l'apothéose avec ce titre de champion d'Europe, vainqueur de la Ligue des Champions pour l'Olympique de Marseille. Un Olympique de Marseille qui, bien évidemment, gagne ce trophée de Ligue des Champions sur une tête de Basile Boli face à l'AC Milan. Un 26 mai. Un Un 26 26 mai. mai. Bah, pour l'anniversaire du club, fondé un 26 mai 1899. On ne pouvait pas faire plus belle histoire. Et c'est vrai que l'Olympique de Marseille reste à ce jour encore le seul club français vainqueur de la C1 et vainqueur de n'importe quelle compétition européenne. Bon, à part l'Intertoto, mais non, non, il y a une, Ah oui, il y a la Ah oui, C2 il y a pour une pour Paris. le Il y a PSG. la Il y C2 en a pour une pour le Paris. PSG. Oula, oui, j'ai parlé trop vite. La C2 pour Paris, évidemment, La glissade, la glissade. la glissade, on vient de se rattraper. Est-ce que tu as vécu ces années-là? Je sais pas du tout depuis quand tu suis l'OM. 93, ouais, ouais. En fait, moi, je suis né en 84. Donc, mes D'accord. premières images de foot, c'est 1990 avec la Coupe du Monde. Alors, c'est des images, c'est un brouillard, hein, mais c'est Roger Mila qui marque contre la Colombie avec le Cameroun. Mais les premières émotions de football, je les ai, ouais, à 91, la finale contre l'Étoile Rouge de Belgrade. J'ai des souvenirs d'avoir vu le résumé du match le lendemain matin. 92, c'est le premier match de foot que je vois, c'est Cannes-Monaco en Coupe de France, que je vois en vrai. Et c'est au même moment, à quelques semaines près, quelques jours près, Bastia-Marseille, avec le drame de Furiani. Et Oui, le lendemain ou le surlendemain, il y a la finale de la C2 entre Monaco et le Werder Brême. Et en 93, bah, il y a cette épopée de l'Olympique de Marseille euh, qui dispute la première Champions League, si je me trompe pas, en 93, oui, oui, oui. avec ce nouveau format qui est d'abord des tours qualificatifs, ensuite une phase de groupe avec deux groupes de quatre et les deux premiers enfin le premier de chaque groupe se rencontre en finale. Et c'est la revanche. C'est la revanche de 1991 où Marseille avait sorti l'AC Milan dans un match épique avec un but de Chris Waddle. Donc oui, oui, la tête de Basile Boli, en fait, je me rappelle de la couverture médiatique. À ce moment-là, c'était TF1 qui avait pris la parole, un peu comme la Coupe du Monde 98 ou la Coupe du Monde 2018, une prise de parole, de prise d'antenne de TF1 à 13h, grosso modo, jusqu'à 20h. Coup d'envoi était à 20h d'ailleurs. Et TF1 avait suivi les joueurs de l'OM dans leur, dans leur mise au vert, en fait, avec bah, le staff, les joueurs, les familles qui étaient là, et on suivait, en fait. Donc c'était caméra open pour suivre ce qui allait devenir le plus grand exploit d'un club dans le football français. Et puis bah, après, il y a ce match, et dans ce match, bah oui, si en deux mots, il y a la crainte, la peur tout de suite au début du match avec de nombreuses occasions pour l'AC Milan, avec un Fabien Barthez qui a des cheveux
et qui arrête, mais qui fait 2 parades extraordinaires. Et après, il y a ce but sur corner d'Abedi Pelé de Basile Boli. Je sais même pas réellement s'il y a corner, sur cette action, On s'en mais il y a le fiche. but. Il y a Papin qui rentre en deuxième mi-temps, Papin qui rentre pour l'AC Milan. Il venait de signer enfin, il avait signé la saison précédente et il va se fighter avec, les joueurs marseillais sur un pied haut sur Fabien Barthez. Tu as Dimeco qui arrive, vous avez peut-être revu les images. Dimeco, il arrive, mais genre il bombe le torse pour bouger Papin. Dimeco, quoi. Hein. Ouais, ouais, mais Jimmy mais tu sens, tu sais, c'est des copains, c'est des amis à la base. Et là, il n'y a pas d'amis il y a Bah pas d'amis sur ouais, le terrain. finale de Ligue des Champions, il n'y a pas d'amitié qui tienne, quoi. Ouais, c'est ouf. Et puis bah après, les images, bah, c'est Deschamps qui soulève la coupe de la Ligue des Champions, c'est Basile Boli qui fait le signe, je pleure pas, c'est fini. Et plus que ça, pour terminer, pour clôturer cette victoire en Ligue Vas-y, des vas-y. Champions, c'est le match qui suit, c'est 3 jours après, c'est Marseille-Paris, le match qui est décisif pour le titre de champion de France. Ah, c'est une semaine de dingue, hein. Il y a Valenciennes-Marseille, il y a Marseille-Milan et Marseille-Paris Saint-Germain. Et Marseille-Paris Saint-Germain, le Paris Saint-Germain ouvre le score. Et il y a ce but qui est pour moi peut-être le plus beau but de l'histoire du foot, en tout cas pour moi, en tant que fan de Marseille. Mais si je me sors du côté supporter, je me dis le but de Basile Boli avec le ballon qui touche pas le sol et la tête en pleine lucarne, le mec en 3 jours, il vient de marquer le but le plus important de l'histoire du football français pour un club en remportant la Ligue des Champions. Et 3 jours après, il marque le but du 2-1, si je me trompe pas, pour Marseille, et le but qui amène le titre à l'OM quelques jours après. Ouais, c'est vrai que ça devait être une semaine de dingue à vivre en vrai. Et c'est vrai qu'on espère hein, qu'on revivra ça pour le football français, que ce soit Marseille ou un autre club. Bien évidemment, on va enchaîner, continuer dans le fil historique de cette OM. Tu as parlé de VAOM juste après, on va pas s'éterniser dessus, ces affaires qui ont ensuite entaché la légende marseillaise vis-à-vis de la suite, vis-à-vis de tout le club qui finalement sera totalement ébranlé de ces affaires-là, le départ de Tapi, la relégation administrative, le fait que le club n'est pas autorisé à remonter en première division parce qu'en plus de ces affaires de triche, il y a les difficultés financières de l'OM. Au final, on va un petit peu faire un petit bond et on va passer à une nouvelle ère de l'histoire marseillaise avec Robert Louis Dreyfus, bien sûr, qui récupère le club en 96, avec ensuite, bon, Basile Boli, pas du tout, c'est Pape Diouf, mais qui lui arrivera un peu plus tard, c'est pas le premier président de l'ère Dreyfus, mais ça a été un deuxième duo qui a vraiment marqué l'Olympique de Marseille. Ce duo-là avec Robert Louis Dreyfus qui restera président de l'OM jusqu'à sa mort en 2009, avant que ce soit finalement sa femme Margarita qui reprenne le flambeau. Margarita qui garde pas une excellente cote de popularité chez les supporters. Ouais, ouais, enfin, c'est comme tout investisseur, à partir du moment où tu as un actionnaire qui est présent, il devient la cible numéro un. Donc quand tout va bien, tu vois, Dreyfus, quand il est arrivé, enfin, Robert Louis Dreyfus, quand il est arrivé, c'était le Messi. Et il a dépensé énormément d'argent, ça n'a pas fonctionné. Il a fait il a eu il a été mal entouré par beaucoup pendant un temps. Et après, il y a le choix Pape Diouf. Pape Diouf qui a été vraiment, je pense, l'un des meilleurs présidents de l'histoire récente de l'Olympique de Marseille, si ce n'est le meilleur, enfin ouais, si ce n'est le meilleur en fait. Mais c'est pas lui qui récolte Et oui, c'est même pas lui. Hein. Pardon? C'est même pas lui, c'est après finalement que c'est Dacier, peut-être. ouais, c'est Jean-Claude Dacier, ouais. C'est Jean-Claude Dacier qui était ex-TF1, qui arrive à l'OM, qui est président 2 saisons ou 3 saisons et qui, bah, avec Didier Deschamps, remporte tout. Mais c'est même un trio, Dreyfus, Pape Diouf, Éric Guéretz. Que Éric Guéretz, quand il prend l'OM en tant qu'entraîneur, il redonne de l'amour et de la passion au club. Ça, c'était important. Et puis après, bah, Margarita, ouais, Margarita, en fait, dans l'approche d'un supporter classique, on avait envie qu'elle dépense l'argent et qu'elle investisse, en fait, pour redorer l'image de l'OM. Et puis, bah, en fait, à un moment, quand tu sens qu'elle est là juste pour couvrir les pertes, ce qui est déjà énorme, bah, tu as envie de passer à autre chose. Voilà. Donc, Évidemment. mais elle a gardé 5% dans le capital, et à travers, enfin, elle et ou son fils, qui ont Oui. leur départ dans le capital de Marseille. Son fils qui est également président de Sunderland, si j'ai pas de bêtises, qu'il a récupéré en troisième division anglaise. Euh, Exactement. je sais plus du tout son prénom. Euh, Kirill, non, Tyril.
ouais, Kirill, Kirill. ouais, un truc comme ça. Kirill, ouais. J'espère Kirill, qu'il ne, Kirill Bouguin. il ne nous en voudra pas. On va parler très rapidement. Moi, j'ai envie de parler bien évidemment de Didier Deschamps qui est arrivé en 2007 ou 2008, je sais déjà Oh, plus. c'est un autre homme, hein, là. Oui, la photo ne lui met pas du tout à son avantage. C'est incroyable, hein. Ouais, Je la vois pas, mais, c'est une photo où il a un petit peu abusé des barbecues, je dirais. Non, mais même, genre, la coupe porc épic, où à l'époque, c'était stylé de se mettre les cheveux en pique, Ah, tu en demanderas. boule sur Ah la oui. tête. Ouais, non, mais c'était une autre 2009. époque. Ça, et oui, 2009. et ça remonte déjà à pas mal de temps. Et au final, c'est vrai que c'est un choix de le récupérer alors qu'il vient tout juste de quitter la Juventus en deuxième division. Et au final, il arrive et c'est le dernier titre de champion de l'OM. Un titre de champion récupéré en 2010. Oui, c'est ça, 2010. Euh, Au final, il reste, je vais dire, le dernier super coach de l'OM, on va dire, dans la... Oh, il y a eu Bielsa. C'est vrai qu'il y a eu Ouais, Bielsa, voilà. c'est vrai qu'il y a eu Ah, Bielsa, mais en fait, ouais, vas-y. Bielsa, on le retient beaucoup moins. Ce que je veux dire, c'est que Deschamps, quand tu regardes la liste des coachs, Deschamps reste le plus grand coach en termes de palmarès, parce qu'après, il y a tout ce qu'il a fait avec l'équipe de France, etc., etc. Mais c'est vrai que En au fait, final, à l'OM, c'était que un prologue de ce qu'il a fait ensuite avec l'EDF, et il arrive quand même à aller chercher ce titre de champion de France en 2010. il y a 2 points. Deschamps, c'est quand il signe à l'OM en 2009, donc été 2009 intersaison 2009-2010, Ouais. c'est le dernier à avoir remporté un titre avec l'OM. C'est-à-dire qu'en 93, quand il soulève la Ligue des Ah Champions, ouais. c'est le dernier en fait. Il revient. Il revient et il remporte le titre. Et il Le remporte retour quoi? du La roi, Ligue. oui. Et depuis, l'OM n'a rien gagné. Et ouais, c'est vrai que Et C'est comme s'il y avait un mimétisme entre ce qu'il a fait à l'OM et ce qu'il a fait avec l'équipe de France. C'est intéressant. hmm, c'est Et vrai il y que a un oui. autre point, c'est l'interview qu'il avait eue parce qu'il s'est passé énormément de choses à Marseille, parce que Deschamps, il est clivant dans son approche, quelle qu'elle soit, sportivement ou extra-sportivement. Moi, j'aime Deschamps pour son pragmatisme et sa victoire. Ah, voilà. Après, on aura toujours des débats sur ses choix, mais il gagne. Donc à partir de là, pour moi, ça a une valeur. Mais il avait dit dans une interview à Mohamed Bouafsi sur RMC en 2017 ou 2018, avec beaucoup de distance, mais de vérité, heu, il a amené Marseille en quart de finale de la Ligue des Champions face au Bayern Munich Ouais. et il avait dit justement, «J'attends de voir le jour où l'OM sera de nouveau en quart de finale de la Ligue des Champions» et c'est très froid, c'est très dur, mais c'est très vrai. Ouais, Il c'est n'y avait vrai. pas eu l'Inter aussi à un moment, vous aviez éliminé Oui, l'Inter. cette C'est année-là, cette ouais. C'est année-là? cette OK. année-là, Cette oui. année-là avec le but de Brandao, Je crois que c'est une des seules fois où j'ai vibré, genre, un peu comme si c'était l'OL devant un match de Marseille. Vraiment, c'était incroyable cette double il y a pas de confrontation. mal. C'est très pour Incroyable. le football français, c'est très bien, mais oui, c'était spécial, ouais, ce match avec ce contrôle du dos, cette frappe pied gauche absurde, ce maillot orange. Oh, Mmh. le maillot. Ah, Les années 9. ouais, non, C'était. et ouais, Deschamps, voilà, bah, Deschamps après, voilà, tu disais tout à l'heure, c'est le dernier grand entraîneur. Ouais, alors, ce qui est je pense que dans la particularité de tous les passionnés de foot à Marseille, il y a moi, Il y a Bielsa, ouais. j'ai quitté Paris pour vivre à Aix-en-Provence, donc je me rapproche de Marseille et je découvre la ferveur, en vrai du public marseillais. Après l'avoir vécu, à distance, c'est extraordinaire la passion des supporters pour l'OM et la vie qui existe autour de l'OM au quotidien, Ouais, dans ouais. cette région et Bielsa, à titre personnel, moi, j'avais vibré parce que c'est le premier match que je vois au Vélodrome, c'est, Marseille-Caen en 2015. Marseille mène 2-0 à la 65e minute, Marseille perd 3-2 à la fin du match. Au Vélodrome, j'ai vécu toutes les ambiances en 90 minutes. Mais j'ai vécu surtout, de la passion pour un entraîneur et aujourd'hui, tout le monde parle de Bielsa en se disant: «On a vibré pour Bielsa». En fait, tu vivais 15 minutes de jeu, tu savais qu'il allait avoir des occasions, tu savais que Marseille allait marquer, en tout cas allait tout donner pour marquer et tu avais du jeu. Après, Marseille termine 4e cette saison-là,
Bielsa s'en va à la première journée face à Caen quelques semaines après, et tu gardes cet entraîneur en cœur parce que tu sais que tu as vibré, tu avais de la passion. Et ça a pas de prix en fait à Marseille. C'est pour ça que pour moi, le dernier grand entraîneur de l'OM, c'est Marcelo Bielsa. Ouais. Ouais, c'est vrai que ça, on peut le comprendre, on peut l'entendre. On va très rapidement passer, on va pas revenir sur Rudy Garcia. Je pense qu'il y a une rancœur palpable des deux côtés qui, Je pense qu'on sera d'accord. oui, c'est bien, c'est vrai que Rudy Garcia qui a fait quand même quasiment, qui a fait même quasiment, ou il a fait moins de 3 ans à l'OM. Il arrive en Il a fait 2000, 2 ans et demi. 2 ans et demi, ouais, c'est ça, bah, 2 saisons complètes et une demi-saison quand McCourt reprend le club. et ouais, et du coup, ensuite, André Villas-Boas, et on en arrive à l'organigramme actuel, avec Frank McCourt, président, que vous voyez en bas à droite, avec Frank McCourt, président, pardon, pas président, propriétaire, avec le président Pablo Longoria, avec le directeur technique David Frio. J'ai envie qu'on en parle un peu, si jamais tu le connais un petit peu, parce que c'est vrai que c'est quelqu'un qui est un homme de l'ombre à Marseille, qui est vachement intéressant peut-être à connaître, et bien évidemment comme coach Jorge Sampaoli. C'est vrai que ce nouvel organigramme, c'est un peu fondé sur les ruines de l'échec Jacques-Henri Hérault au final, qui n'a pas du tout fonctionné à Marseille et qui est parti avec le soulagement de l'intégralité des supporters. Et si je me trompe pas, il est encore présent Il est au sein président du du Canada. conseil de direction ou de sécurité, je sais plus, Surveillance. de surveillance. Surveillance, ouais. Ouais, ouais. Écoute, quand McCourt arrive, il place Jacques-Henri Hérault parce que c'est lui qui l'a mis en relation avec l'entreprise Olympique de Marseille, avec le club. Il y a un trio qui arrive avec donc McCourt actionnaire, Hérault président, même un quatuor avec Zoubi. Rudy Garcia entraîneur et Zubizarreta directeur sportif. Tout le monde est hypé, évidemment. Tu te dis Zubizarreta, il vient du Barça. Tu as Rudy Garcia qui vient de la Roma. Tu te dis, bon, il y a un Américain qui est là pour investir, c'est génial, on y va. Et puis, 1 an et demi après, en finale de l'Europa League, était en course sur cette même semaine pour choper la place en Ligue des Champions que l'Olympique Lyonnais récupérera dans cette dernière journée face à l'OM, enfin pas face à l'OM, mais dans ce match à distance face à l'Olympique de Marseille. Et puis à partir de là, tout s'effondre. Il y a la prolongation de Rudy Garcia qui est un échec, il y a Jacques-Henri Hérault qui se met à dos l'ensemble des supporters par rapport à toutes ces déclarations. On a les événements de janvier de cette année à la commanderie, oui, à la commanderie avec les supporters qui sont venus avec beaucoup de véhémence parler aux joueurs et au staff. Et puis il y a Jacques-Henri Hérault qui s'en va. Et là, il y a un nouvel organigramme qui est mis en place. Alors, Pablo Longoria, il était arrivé à l'intersaison l'année dernière. Comme directeur sportif à la base, non? Exactement, Oui. exactement. Il arrive en août. Il fait très peu de coups à ce moment-là parce qu'il arrive, il y a déjà Villas-Boas qui a déjà prévu ses recrutements. De mémoire, il y a peut-être Cuisance qui est fait dans ses relations, mais Il y il n'y a a, rien de fait. il y a pas une histoire avec Encham aussi? Il y avait eu. Hicham, c'est au mois de janvier, en fait. C'est au C'est mois au de mois de janvier janvier? parce Ok, que, ok. alors, en fait, en janvier, en gros, tu as déjà des bruits qui font. Donc, on entend dire que Villas-Boas, il pourrait ne pas rester. Villas-Boas, il a quand même requalifié l'Olympique de Marseille en Ligue des Champions, avec le contexte Covid qu'on connaît, puisque le championnat s'est arrêté. Euh, Il a débuté la saison plutôt positivement. Il va gagner au Parc des Princes, donc très bien, une première victoire depuis 10 ans. Et puis après, il y a 2 ou 3 matchs de retard de l'OM. Et ces matchs-là, si le Marseille les gagne, Marseille passe dans le bon wagon, mais finalement, il ne les gagnera pas. Et là, c'est la spirale. Et il y a un an tout rond, il y a une spirale qui s'enchaîne. Et Villas-Boas, il commence à émettre des doutes sur le projet marseillais. Je pense qu'il sait des choses qu'on ne sait pas à l'époque. Et il se met déjà de côté dans son discours. Et là, il y a Pablo Longoria qui rentre en jeu et qui fait le mercato de hivernal. Et il prend Paul Lirola. Et surtout, il va chercher Milik. Et je pense que quand tu vas chercher Milik en tant que supporter, tu te dis non, mais c'est qui ce mec? Quand il va vendre Ake 8 millions d'euros à la Juve, même si on sait que c'est un montage financier, tu te dis c'est qui ce mec? Eh oui. Quand tu vois les noms qui sont avancés, tu te dis waouh, attends, mais lui, il est en train de me parler football, quoi. Il est en train de me parler passion. Alors, il prend une cham, mais il prend une cham. Je
suis certain que c'est pas son premier choix et je suis certain que c'est le bouton pour faire partir Villas-Boas. Et comme ça, il a Villas-Boas qui s'en va quelques jours après, juste après justement les épisodes de la commanderie. Villas-Boas s'en va. Il y a un entraîneur, Nasser Larguet, qui est mis en stand-by pendant la période où il n'y a pas d'entraîneur. Et là, Pablo Longoria, et il prend la place de président. Jacques Henriero est mis de côté par McCourt et il va chercher Sampaoli. Et dans tout ce contexte-là, dans ce mois-là, il y a également la grosse rumeur de la vente de l'Olympique de Marseille, avec Thibaut Bézirian qui avait annoncé le communiqué étant relayé. Et en un mois, tu passes de la commanderie avec les émeutes à Pablo Longoria, le mec qui a fait venir Milik, entre autres, président, et Sampaoli qui arrive. Tu te dis, mais Le jour et la nuit, quoi. Hein. on est au fond du trou, mais c'est Marseille, quoi. En gros, C'est tellement OM ce que tu es en train de C'est pas le même club, en fait. Ouais, tu te dis, attends, mais là, en fait, je suis au fond. Là, on vient de perdre contre. On a perdu à Nîmes, on perd contre Lens à domicile, on perd contre le Paris Saint-Germain, on fait match nul à Lens parce qu'il y avait 2 matchs, il y avait un match en retard, on va faire un match nul à Lens avec Milik qui marque. Ensuite, tu as bouleversement d'organigramme. Tu as Sampaoli qui doit arriver, mais il a le Covid, donc il ne peut pas entraîner. Marseille qui joue Canet en Roussillon, en Coupe de France qui se fait sortir. Et là, tu fais, non, mais c'est quoi ce délire? Et je crois qu'il y a une dizaine de points de retard sur l'Europa League, et finalement, Marseille va le faire et va chercher l'Europa League pour la disputer cette année. On va parler, la transition, elle est parfaite. On va pouvoir discuter de ce parcours, de ce début de saison de l'Olympique de Marseille, qui est un début de saison qui reste quand même très positif. Marseille est 4e avec 23 points. Et au final, quand on regarde, les dernières rencontres de l'OM sont quand même assez en demi-teinte, j'ai trouvé. D'un point de vue strictement comptable, c'est peut-être mal fait de simplement prendre ce regard-là. Sur les 9 derniers matchs, il y a 2 victoires seulement. C'est une période qui reste assez compliquée avec beaucoup de matchs nuls côté marseillais. Mais en championnat, il y a eu uniquement 2 buts encaissés Oui. dans cette période. Alors, dans les 5 derniers matchs de championnat, il y a 2 buts encaissés. Parce que si on compte le match de Lille, évidemment, il y a cette défaite 2-0 là-bas. En fait, dans ce début de championnat, il y a 2 périodes distinctes. Ouais. Il y a avant la première trêve internationale et cette entre-deux trêves. Avant la première trêve internationale, l'Olympique de Marseille réalise un début de championnat qui est, je ne vais pas dire inespéré, mais qui est très enthousiasmant. Inattendu, quoi. Ouais, voilà, tu te dis, putain, il y a quand même 9 nouveaux joueurs qui arrivent, qui ont signé, qui n'étaient pas présents l'année dernière, des jeunes joueurs. Il y a une belle surprise quand même, tu vois. Il y a des buts, il y a du jeu, ça vibre. Tu vas gagner à l'extérieur à Monaco, même si le Monaco de cette année, c'est pas le Monaco de l'année dernière, tu vas quand même gagner là-bas. Voilà, tu commences à te dire, ok, pas mal. Tu mènes 1-0 face au Lokomotiv Moscou, tu prends ce but à la dernière minute. Ok, et là, tu as la machine qui s'enrhume un peu. Le match face à Lens, où l'OM est mené 2-0 au bout de 30 minutes, avec un Lens exceptionnel. Donc, une superbe équipe que vous avez battue pas à Gerland, mais au Groupama Stadium. Ouais. Et là, Marseille revient à 2-2, et là, tu te dis, mais c'est fou, ça y est, ça vibre. Tu vois. C'est les montagnes russes. Montpellier, tu es mené 2-0, tu gagnes 3-2 dans le dernier quart d'heure. Bordeaux, tu mènes 2-0, tu es rattrapé 2-2. Là, tu es face à Lens, tu es mené 2-0, tu reviens à 2-2, tu perds le match. Ok, ça, fin de première partie de saison. Deuxième partie, on débute. Ok, et là, verrouillage. Il n'y a plus de but encaissé. Il cadenasse. En revanche, tu marques plus de but. Je crois qu'on a marqué 5 ou 7 buts sur les 7 derniers matchs en championnat ou un truc comme ça. On n'a plus d'occasion. Alors, je l'analyse aussi du fait que Milik est revenu. Milik est revenu, Marseille jouait avec un faux numéro 9 qui était Payet. Là, Milik, il attend d'être servi. Même quand il décroche, tu sens que c'est pas encore le jeu parfait de l'Olympique de Marseille. Et les ailiers, autant tu as Under d'un côté qui fonctionne très bien, autant de l'autre côté, plus de difficultés. C'était plus simple quand tu avais Dieng qui jouait sur le côté gauche et qui repiquait dans l'axe. Là, tu as un Conrad de la Fuente qui a brillé sur ses 2-3 premiers matchs. Il ne faut pas oublier que c'est sa première saison en tant que pro et il faut lui laisser du temps.
Et Luis Enrique, il joue pas forcément à gauche, et tu as Amin Harit, il joue pas, parce qu'il est blessé aux adducteurs. Donc, il y a un déséquilibre. Et il a souvent mis Lirola à gauche. Mais tu mets Lirola à gauche, c'est défensif ta stratégie, parce que tu sais que tu as un mec qui va couvrir son dos, et qui va pas forcément apporter le surnombre, même s'il a fait 2-3 centres qui étaient sympas sur Milik. Donc, on a une phase offensive, une phase défensive, et là, on rentre dans la troisième partie, face à Lyon, pour On va voir. commencer. Ouais. On va voir ce que ça donne. On va parfaitement bien introduire cette vraie confrontation. Bon, je vais peut-être revenir juste très rapidement sur l'Olympique Lyonnais avec la défaite assez salée face à Rennes, pour pas dire d'autres termes, une défaite sèche. Mais Lyon, mérité. oui, alors bien évidemment plus que Ô mérité. combien mérité. On l'a débriefé sur Football, bien évidemment. L'Olympique Lyonnais, donc du coup, repassé derrière Montpellier à la différence de but. Montpellier qui est avec nous à 19 points. L'OL est 7ème de Ligue 1 et l'OL est à 4 points de l'Olympique de Marseille. Pour Lyon, Ferran, je vais te redonner un peu la parole parce que tu parles peu depuis le début de ce live. La défaite est interdite à domicile. Ah bah c'est très clair, c'est très clair. C'est déjà on est qu'à la 14e journée et c'est presque déjà un match à 6 points. En général, ces expressions-là, on les utilise, allez, peut-être entre la 30e et la 38e journée. Mais là, ce dimanche, ça va être un match crucial pour l'OL, déjà pour se relancer, après cette, gigantesque, claque déculottée, appelez ça comme vous voulez, mais voilà. Il va falloir se relever très rapidement et surtout pour pas laisser partir tout le wagon de devant. Oui, Parce que c'est un match où on a déjà 3 points de retard sur la 5e place, mais où on peut en avoir, déjà 6, par exemple, si Marseille gagne, gagne à Lyon. Donc, il va falloir gagner, il va falloir absolument régler les énormes problèmes défensifs, qu'on peut voir, parfois dans les rangs lyonnais. Je rappelle qu'on est, je crois 16e défense de Ligue 1. 16e défense de Ligue 1, c'est inconcevable pour une équipe du standing de Lyon et qui vise des objectifs comme ceux qui sont visés à l'OL. 16e défense, c'est tout simplement pas possible. Donc en face, Christophe, tu l'as dit juste avant, il y a un Milik qui potentiellement est un petit peu en manque d'efficacité dernièrement, qui a du mal à se situer, qui a du mal à retrouver, souvent le chemin des filets, et bah, ce serait bien qu'il se débloque pas contre nous parce que, parce que sinon ça pourrait faire mal, tant dans les têtes que comptablement. oui. On va Tu introduire tout doucement cette composition probable lyonnaise. C'est une compo probable qu'on vous propose, qui risque d'être celle-là avec les absents que l'on connaît à Lyon. Anthony Lopez devrait être dans les buts, pas de problème là-dessus. Défense à 4, pas de Léo Dubois, c'est Malo Gusto qui prend sa place. Pas de Jason Denayer, c'est Sinali Diomandé qui prend sa place. Jérôme Boateng devrait être là, tout comme Emerson, pour compléter cette défense à 4. On a mis que l'on repasserait dans un système en 4-2-3-1 qui est plus naturel depuis le début de la saison. Le système en 4-3-3, on espère au vu de la performance à Rennes que c'était un one-shot et que ce ne sera plus tenté, ou que ce sera tenté avec un meilleur travail de fond tactiquement pour que ça puisse être un 4-3-3 vraiment envisagé. Avec un double pivot Bruno Cacré. Les deux, non, je vais dire les deux n'étaient pas en sélection, mais Cacré était avec les espoirs d'ailleurs. Donc Bruno, lui, est bien resté à Lyon. Il a eu 15 jours pour se reposer. Le trio offensif, on l'a mis sans Shaqiri avec un Paqueta côté droit, sachant qu'on a le retour de Slimani. Maintenant, il n'est pas impossible que c'est ce qui a été fait lors des dernières rencontres. Peter Bosz préfère Paqueta en position de faux numéro 9 et Xherdan Shaqiri à droite. En tout cas, Aouar devrait être en numéro 10 avec le brassard de capitaine, puisqu'il n'y a ni Dubois ni Dembélé. Et à gauche, Karl Toko Ekambi, c'est du classique, mon cher Ferran. C'est vrai que cette formation en 4-2-3-1, c'est une vraie volonté, en tout cas je pense de la plupart des Lyonnais, de la retrouver après la véritable défaite dans ce 4-3-3 qui n'avait ni queue ni tête lors du dernier match face à Rennes. Bah, il faut retrouver des bases, il faut retrouver des certitudes. Voilà, donc ça passe par ce schéma tactique qui a été celui qui a été travaillé depuis 2 mois et demi à la suite de, La défaite la face à première Angers. gros classe la première grosse claque, de la saison, contre Angers exactement. Donc et il y en a eu 2 des claques. Il y a eu Angers, il y a eu Rennes. Étonnamment, c'est 2 fois en 4-3-3. Et Donc étonnamment, c'est effectivement. 2 fois contre des anciens coachs lyonnais.
Bref. C'est vrai, c'est très vrai. C'est l'ancienne équipe, l'ancien duo infernal lyonnais. Donc oui, mais c'est vrai. Mais voilà, il faut retrouver absolument des certitudes. Et moi, j'aimerais m'attarder un petit peu plus sur cette ligne défensive. Parce qu'on a une ligne défensive qui n'a pas l'habitude de jouer ensemble avec les absents dont j'ai parlé en début de live. Mais moi, quand je la regarde, j'ai pas peur. Et j'ai Pour presque beaucoup, moins peur. Et j'ai presque moins peur que si ça avait été la ligne défensive habituellement habituel. titulaire. Bah, Habituellement titulaire. je pense que tu demandes à une majorité de supporters lyonnais, cette défense-là a potentiellement beaucoup plus de crédit auprès des supporters et peut paraître plus rassurante dans le sens où Jason Denayer est fautif sur pas mal d'occasions depuis le début de la saison, que Léo Dubois n'a qu'une moitié de poumon, qui fait 60 minutes et qui ensuite de toute façon n'arrive plus à être assez lucide pour proposer des choses intéressantes avec ballon. Malo Gusto ne demande qu'à jouer et qu'à performer, et on l'a vu sur le peu de matchs qu'il a joué, ça a toujours été magnifique. On peut juste parler peut-être du match face. Toujours, je sais pas, mais Bah, disons il qu'il a. faut qu'il apprenne avec l'expérience, avec les matchs, C'est ça. à savoir que là, il faut pas que tu tacles, frérot. Non, là, tu Bah te oui, retiens, tu parles de ne fais Brandby. pas ce tacle. De Prague, N'y pardon, va de pas, Prague. tu vois. Oui, Mais voilà, mais ça vient avec l'expérience. Il l'a faite, il la refera plus. Voilà, hop, oui. c'est posé. Ce que j'allais dire, c'est que de toute façon, Malo Gusto, il y a peut-être l'erreur face à Prague, peut-être son match face à Paris, même si on sait que ça n'a pas été totalement de sa faute non plus et qu'il y a peut-être un certain monsieur de Chépi. Bref, Non, retire-moi ce peut-être. on restons. Donc voilà, en tout cas, Malo Gusto est un joueur qui inspire la confiance par sa possibilité à réaliser des grands matchs, par son explosivité, par sa vitesse, et qui l'apportera beaucoup plus offensivement que ce que pourra apporter un Léo Dubois. Et ça me permet de faire la petite transition, parce que c'est vrai que ça va être un vrai enjeu de savoir comment l'Olympique de Lyon, n'importe quoi, l'Olympique Lyonnais va attaquer face à l'Olympique de Marseille, qui est aussi une équipe offensive. Christophe, tu peux un peu nous parler de ce 11 marseillais que tu m'as présenté tout à l'heure, avec ce dispositif qui a beaucoup évolué, on va dire, même si ça part toujours de cette base de défense à 3, un 3-1-4-1-1 ou un 3-5-2 très simplement. Ouais. En fait, il est souvent présenté en 3-3-3-1 Oui, à la télé. aussi, oui. Après, c'est tellement hybride parce qu'il y a un joueur du milieu de terrain qui, pour moi, sera Valentin Rongier, qui est au milieu dans ce 3 du milieu, mais qui passe à 4 en défense. Comme latéral droit, Euh, oui. Exactement. Et souvent même, quand tu regardes les phases offensives, l'Olympique de Marseille se retrouve fréquemment en 3-1-6. Alors Ça rappelle bien c'est, ça, c'est- ça. ouais, mais en fait c'est marrant parce que c'est Carly Missoudan qui est un des comptes Twitter que je suis, avec qui je suis en relation, qui est un fan de l'Olympique de Marseille, qui est basé au Canada et qui fait des analyses tactiques de l'OM, et il m'a présenté enfin il a présenté déjà sur Twitter plusieurs analyses de ce type-là, et on voit vraiment que l'OM joue soit en 3-1-6, soit en 3-2-5 en phase offensive. Et c'est vraiment des schémas mouvants. Si on passe à la tactique du match qu'on devrait voir face à Lyon, Paolo Lopez devrait être dans les buts. Ça, pour moi, il n'y a pas de sujet par rapport à Steve Mandanda, même si à l'OM, à Marseille, on a tous été surpris de revoir Steve Mandanda face à Metz. En tout cas, le timing était particulier. Les trois défenseurs seront Luan Pérez, Kaleta Tsar et Saliba. Kaleta Tsar qui prendra la place de De Balerdi. Balerdi. Et c'est normal par rapport aux performances qu'il a eues au mois d'octobre. Et surtout, il est devant Alvaro González. Au milieu de terrain, on va retrouver donc Valentin Rongier dans ce rôle hybride de milieu droit, défenseur droit. Bouba Camara et Matteo Guendouzi au milieu de terrain qui l'accompagneront. Après, bah, je ne sais pas si on voit les tactiques que je t'ai envoyées, mais il y a deux Alors, possibilités. j'ai mis la première possibilité. Ok, donc Conrad de la Fuente sur le côté gauche C'est et ça. Under sur le côté droit, avec Dimitri Payet en numéro 9 et Milik devant. Ça, c'est la tactique qui me semble être la plus opportune pour aller
piquer Malo Gusto sur son côté Oui, pour aller l'empêcher de monter, pour lui mettre une personne technique devant lui qui devrait le gêner, ouais. pas forcément totalement, mais en tout cas qui pourrait le gêner. Et pour moi, ça, c'est un point important de la rencontre. Ça va être vraiment un duel hyper intéressant de regarder l'opposition entre De La Fuente et Malo Gusto. Et c'est vrai que un autre duel qui sera hyper intéressant, tu as envie d'en parler, ce Oui, sera, oui, euh, oui. ce sera Lucas Paqueta qui va être dans ce rôle-là de milieu côté droit ou de numéro 9 face à cette défense à 3 marseillaise qui, comme tu l'as dit, prend très peu de buts sur les dernières rencontres. Et c'est vrai que pour mettre le focus sur un joueur particulier, même s'il est plus côté droit, on ne sera pas du côté de Lucas Paqueta, mais le travail de Saliba ces derniers temps est assez incroyable et défensivement, il est très très bon. Saliba, en fait, il y a deux joueurs qui sont au-dessus depuis le début de la saison, en tout cas du côté des supporters marseillais, on l'estime comme ça, c'est Guendouzi et Saliba. Par l'attitude sur le terrain, par leur qualité et les émotions qu'ils dégagent quand ils prennent le ballon. On a deux joueurs qui ont pris l'ADN marseillaise très rapidement. Saliba est excellent et pour revenir sur le duel, Paqueta qui se retrouve sur le côté droit, si jamais c'est le cas, il va se retrouver dans la zone De de Luan La Fuente, Pérez. Guendouzi, Luan Pérez. Et donc ça veut dire qu'il va falloir travailler défensivement. Et donc, si tu enlèves la capacité de Guendouzi à aller perforer le milieu de terrain, si tu le mets en phase défensive, bah, tu gênes l'Olympique de Marseille. Si jamais il est numéro 9, tu le mets dans la zone de Bouba Camara et de Kaleta Tsar. Et pareil, ça va être gênant pour l'OM. Donc, Heu, Paqueta, ouais, il est à craindre quand même. Après, à voir dans quel état d'esprit il est, comment il revient du Brésil, et cetera aussi. Ça, c'est un point qui compte. Il a qualifié son Brésil, Ouais. il y a quelques jours. Donc, j'imagine qu'il a pu refaire le plein de confiance, dans son pays, avec sa sélection, avec une grande satisfaction à la clé. J'espère qu'on va retrouver un Paqueta, aussi vibrant qu'on a pu l'avoir, en particulier sur le mois de septembre, hein. Vraiment sur le mois de septembre, c'était un petit peu moins bien, on va dire sur la période fin octobre, début novembre. Moi, j'espère qu'on va retrouver le Paqueta qui très clairement a été pendant un temps, selon moi en tout cas, le meilleur joueur de Ligue 1, Ah sur oui, le début clairement. de la saison. Et c'était quand il était soit côté droit, soit en poste de numéro 10, pas quand il était numéro C'est ça. 9. Donc c'est pour Oh ça. tiens, comme c'est bizarre! Donc c'est vrai que ça va être quelque chose d'extrêmement intéressant aussi. Est-ce que tu veux parler d'un autre joueur, toi, Ferran? Lancer un autre sujet. Il est déjà Est-ce que je veux 21h58. parler d'un autre joueur? Oui, Alors, un oui, autre j'ai joueur un autre ou un joueur. autre sujet, si tu veux qu'on parle de Juninho, par exemple, on peut aussi. Ah, on peut faire un petit point sur Juninho. Juste avant, je vais rajouter, Vas-y, un au du coup, je vais faire un permets-toi, autre joueur permets-toi. et un autre sujet. Donc je vais faire les 2. Vas-y. Donc l'autre joueur duquel j'avais envie de parler, c'était Toko. Parce Oui. que Toko, on le sait, ça y est, il est lancé, il est relancé, il marque beaucoup, il a repris la confiance devant le but. C'est plus un joueur qui, va potentiellement, rater, un but alors qu'il est à 10 centimètres de la ligne, du gardien, quoi. Et c'est un joueur qui, je pense, en forme, dans cet état d'esprit-là, peut faire mal à Marseille avec, en face de lui, potentiellement des espaces, pas mal d'espaces, avec ce schéma tactique, que vous avez expliqué juste avant. Donc, moi j'attends beaucoup de Toko sur ce match-là, notamment sur sa gestion des appels en profondeur, parce que je pense qu'il peut vraiment pas mal apporter dans ce secteur de jeu. Donc voilà, ça c'était mon premier point sur un joueur. Et puis après sur Juninho, bon, bah, Juninho, moi, j'ai pas les mots parce que c'est un peu, grâce à lui que j'ai commencé à suivre Lyon, quand j'étais plus jeune. Donc, moi, le voir, partir une nouvelle fois de mon club, ça me fend le cœur et surtout que je pense que c'est un petit peu du gâchis parce que là, Oui. c'est comment dire?
c'est la fin de l'introduction de son grand projet sportif pour le club. C'est cette année. Donc, c'est la fin de quelque chose, mais c'est censé être la fin que de l'introduction. Voilà, pas la conclusion. C'est censé être la fin de l'introduction là. Et pour ensuite remettre le club là où il doit être, avec une volonté d'être ambitieux, avec une volonté de respecter le club, de respecter l'institution, avec des joueurs concernés, motivés, qui veulent venir au club, qui sont convaincus par Juninho, par son aura, par son charisme, par son passé de joueur. Et je crains que si on perd ça, on perd beaucoup plus que seulement un directeur sportif qui fait des recrutements. Ah oui. Sur lesquels d'ailleurs il n'a pas toujours eu tout bon. C'est pas non plus une vision toute blanche de Juninho qu'on doit peindre sur ces 3 années à Lyon. Parce qu'il y a eu des erreurs aussi, et c'est normal. Mais moi, c'est ce côté respect du club, respect du foot, et retrouver l'ambition du club que j'ai peur qu'on perde si Juninho quitte le club en fin de saison. Bon, je On pense va qu'on peut-être va... conclure sur Ouais, ça, ce que j'allais dire, on va peut-être conclure parce que c'est vrai qu'on a déjà débordé d'un petit peu de 10 minutes. Merci beaucoup, Christophe, d'avoir été là. Très rapidement, tu l'as dit un petit peu avant le live, ton prono sur le match. Alors, c'est jamais évident de le faire en live, mais oui, il y a une confiance qui se dégage du côté de l'Olympique de Marseille malgré les résultats, les matchs nuls. Et une forme du moment avec il y a 2 défaites sur les 3 derniers matchs de l'Olympique lyonnais. Après, l'Olympique lyonnais joue à domicile. L'Olympique de Marseille à l'extérieur, c'est la 3e meilleure équipe du championnat depuis le début de la saison. J'ai envie de croire que l'OM peut le faire et peut aller gagner à Lyon. Maintenant, match nul, tu me dis on signe, je te dis OK, parce que prendre un point au Groupama Stadium, c'est bien. C'est Rudy Buquet qui sera l'arbitre Oui. Très bien. de la rencontre. Je suis très content. 2 points. Premier, c'est que Lyon est invaincu cette saison à domicile. Donc ça, et je crois que Lyon a gagné tous ses... Non, est invaincu. Il n'a pas gagné tous ses matchs, mais Lyon est invaincu. Donc ça, c'est un point aussi important. Et que les 6 derniers matchs arbitrés par Rudy Buquet à Lyon sont tous soldés. Enfin, il n'y en a aucun qui a été perdu par l'Olympique lyonnais. Donc c'est un point aussi à prendre en compte, même si ce n'est pas un point déterminant, parce qu'on sait que ça peut varier. Comme Mais quoi, c'est une quand on stat est que j'ai lue arbitré du par un coup. bon arbitre. Non, mais Rudy Buquet, pour moi, est un Non, bon c'est arbitre. pour moi, c'est un des meilleurs arbitres qu'on ait en France, si ce n'est le meilleur. Ouais. Voilà. Je Comment ne il comprends s'appelle? pas d'ailleurs pourquoi on parle toujours de Turpin. Monsieur Turpin. Bah, pour moi, Ah oui, voilà, pour c'est moi, lui, Buquet, je pour l'ai moi, en tête. Buquet est largement meilleur que Turpin. Mais bon, Oui. après, c'est qu'un avis personnel. Il est plus calme. Enfin, disons que Buquet est plus calme dans son approche et Turpin, il a envie de montrer Montrer les crocs. qui est le patron. Oui. Ferran, ton prono pour le match. Bah, moi, j'ai envie et besoin de croire qu'on va se relever après cette gigantesque claque. Je suis comme toi. Il y a eu déjà pas mal d'arguments que tu as dit, Christophe, juste avant. On est à domicile. Moi, la ligne défensive me fait plaisir et me met en confiance beaucoup plus que la ligne défensive qui aurait dû être alignée si on n'avait pas les absents en question. Donc, ouais, moi, si je dois dire un prono, je pense que Marseille va marquer quand même. Je pense que Marseille va marquer. Peut-être 2-1. Allez, 2-1. Pour ma part, j'étais aussi du 2-1 avant le début de la rencontre. En tout cas, merci beaucoup à toi, Christophe, d'avoir été avec nous pour se parler de cet avant-match entre l'Olympique Lyonnais et l'Olympique de Marseille. N'oubliez pas CM Football, une chaîne YouTube qui a déjà bientôt 1 an et quasiment 15 000 abonnés. Merci beaucoup également à toi, Ferran, d'avoir été là ce soir. Eh bien, merci. On se retrouve dans 3 jours. C'est ça ce que Pour j'allais l'après-match. dire. Le match est à 20h45, arbitré par Rudy Buquet, commenté. Je crois que c'est Julien Brun et Mathieu Bodmer, mais je ne veux pas dire de bêtises. De toute façon, ça c'est pas lui, c'est Smaïl Bouabdella et Benoît Chéroux. Donc au moins, on est On a direct. 2 Thierry duos là Henry. quand même qui vendent du rêve. Hein. Ouais, c'est vrai que... Si je me trompe pas, Thierry Henry pourrait être de la partie en Oh, commentateur c'est vrai que direct Thierry avec Henry, Julien oui. Brun. C'est vrai qu'il y a Thierry Henry aussi qui de plus en plus commente. Thierry Henry est un grand ami aussi de Tony Parker. Bref. Thierry Henry, coach de Lyon.
Bah, pourquoi pas, hein, Non, moi ouais, je... allez, on lance pas le débat. Non, 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 la conclusion, donc, pour dire que ce match a été donc à 20h45 sur Prime Video et que bien évidemment, après le match, vous aurez le débrief par Tassour, par Taken et par Ferran ici présent pour débriefer cette rencontre entre l'Olympique Lyonnais et l'Olympique de Marseille. En attendant, on te souhaite, Christophe, un très bon match à toi. Merci à vous aussi. Merci beaucoup. Et puis, en attendant, on vous dit à plus tard et bonne soirée à tous. Ciao, ciao. Merci, à bientôt. Ciao.